Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice qui permet le calcul du champ électrique et potentiel électrostatique créé par un cylindre infini et uniformément chargé par une densité surfacique sigma. Alors donc, on passe à l'énoncé de l'exercice. Alors on considère un cylindre de rayon grand R de longueur infinie, c'est-à-dire que sa longueur elle est très supérieure à grand R. Donc on désigne par un cylindre infini, c'est-à-dire un cylindre dont la longueur L, dont sa longueur L, elle est très supérieure à son rayon. Alors ce cylindre il est chargé en surface par une densité surfacique sigma et uniforme. Donc ici vous avez, ça c'est la charge. Donc ce cylindre il est chargé par une densité surfacique sigma. Donc voilà. Alors jusqu'à l'infini, ça c'est sigma positif et uniforme. Alors première question c'est, en faisant une étude d'invariance et de symétrie, déduire la surface de Gauss. Deuxième question, déterminer le champ électrique E de M avec R qui est égal à EM pour R inférieur à grand R et R supérieur à grand R. Ça veut dire pour les deux cas à l'extérieur du cylindre et à l'intérieur du cylindre. Troisième question, tracer E de R. Quatrième et dernière question, déterminer le potentiel V de R pour les deux cas. R supérieur à grand R, R est inférieur à R. Avec V de R égale à 0 égale à V0. Tracer V de R. Alors donc, première question. Alors c'est détermination de la surface de Gauss. Détermination de la surface de Gauss. Alors donc, pour déterminer la surface de Gauss, il faut faire une étude d'invariance et symétrie. Alors donc, avant de passer à l'étude d'invariance et de symétrie, il faut premièrement choisir les coordonnées les plus convenables pour l'étude de système. Alors ici, le cylindre, donc il présente une symétrie axiale, donc les coordonnées cylindriques sont les plus adéquates pour l'étude de système. Alors donc, choix de coordonnées. Choix de coordonnées. Alors donc, on va prendre coordonnées C, R, θ et Z, de base ER, Eθ et EZ. Alors ça c'est OM, alors le vecteur OM il est porté par le vecteur ER, donc ça c'est le vecteur ER. Alors ça c'est EZ, EZ, et le vecteur Eθ c'est entre, donc ça c'est le vecteur Eθ. ER, Eθ et EZ, ça constitue une base orthonormée directe. Alors donc une fois qu'on a déterminé ou bien choisi le système de coordonnées, on va passer à l'étude d'invariance. Alors, étude d'invariance. Étude d'invariance. Alors la distribution de charge, comme vous voyez, elle est surfacique. Alors, si je suis par exemple en un point P, si je fais une translation selon l'axe OZ, alors on va se trouver en un point ici P'. P et P', ils portent la même distribution de charge. Alors, on peut faire d'autres translations suivant l'axe OZ. Donc, quelle que soit la position sur l'axe OZ, on va trouver toujours la même distribution. La distribution est uniforme. Donc, par conséquent, la distribution de charge ne change pas lorsque on se déplace selon l'axe OZ. Donc, ça veut dire que la distribution de charge elle est invariante le long de l'axe OZ. Alors, de même, si je prends un point P ici, donc au point P, vous avez une charge qui est positive.
Alors, si on fait une rotation de θ autour de l'axe OZ, on va se trouver en un point. Alors, P', il porte la même distribution de charge, donc on dit que la distribution de charge ne dépend pas de θ. Donc, pour les deux cas, la distribution de charge elle est invariante par translation le long de l'axe OZ et par rotation autour de même axe OZ. Donc, on va écrire que la distribution de charge est invariante le long de l'axe OZ et par rotation de θ, l'angle θ, autour de même axe Z, autour de même axe Z, axe OZ. Alors, ce qui implique que la distribution de charge sigma de R θ Z ne dépend ni de θ ni de Z, donc est égal à sigma de R. Alors, par conséquent, donc le champ électrique, de même que le champ électrique E, de R θ Z, alors est égal à E de R. De même pour le potentiel, et V de R θ Z égale à V de R. Donc, si la distribution de charge ne dépend ni de θ ni de Z, c'est-à-dire ne dépend que de la variable R, alors le champ électrique et le potentiel électrostatique donc, ne dépendent également que de la variable R. Donc, E de R θ Z égale à R et V R θ Z égale à V de R. Alors, on va passer à l'étude de symétrie. Alors, étude de symétrie. Étude de symétrie. Alors, le titre de symétrie nous permet de déterminer la direction de champ électrique. Alors, donc, le cas le plus facile, c'est de voir s'il existe un plan d'antisymétrie. Alors, ici, pour le cas-là, la distribution de charge elle est toute positive sur tout le cylindre. Donc, il est impossible de trouver un plan de symétrie, car pour trouver un plan d'antisymétrie, il faut que le cylindre il contient à la fois des charges positives et négatives, ce qui n'est pas le cas. Donc, ici, alors il n'y a aucun espoir de trouver donc un plan d'antisymétrie. Donc, il faut passer à la recherche d'au moins deux plans de symétrie. Alors, ces deux plans de symétrie ils doivent passer par le point M. Alors, ici, donc, pour chercher ces deux plans de symétrie, on commence par l'élimination de chercher l'élimination d'un plan qui ne passe pas par le point M. Alors ici, le point M il est porté par ER. Donc le plan qui ne passe pas par le point M, c'est le plan Eθ et E de Z. Donc c'est le plan vertical Eθ et E de Z. Donc les deux autres plans qui restent sont le plan ER, EZ et ER, Eθ qui sont deux plans de symétrie de la distribution de charge. Donc, alors soit donc P1 qui est égal à M, ER, Eθ, et P2 qui est égal à M, ER, EZ. Alors deux plans, donc le plan ER, Eθ. Alors, donc, ça, c'est le plan horizontal et le plan ER-EZ, c'est le plan vertical. Deux plans de symétrie de quoi? La distribution de charge, de plans de symétrie
de la distribution de charge Alors, passons par le point M, ou bien contournons le point M. Passons par le point M, on veut déterminer le champ électrique. Passons par M. Alors, donc, ceci implique que, donc, par définition, s'il existe un plan de symétrie qui passe par le point M, alors le champ électrique, il appartient à ce plan. Donc, ça veut dire que E, il appartient à P1, et E, il appartient à P2. Ça veut dire que le champ, il appartient à l'intersection de deux plans. Ça veut dire que E, il appartient à P1, inter P2. Alors, c'est-à-dire que EM, donc l'intersection des deux plans, ça veut dire que le champ, il est porté par le vecteur ER. Donc, EM, d'après l'étude de l'invariance, c'est ER, donc fois le vecteur E de R. Donc, le champ ne dépend que des seules variables, il est porté par un seul vecteur, donc ce qu'on appelle c'est la forte ou la haute symétrie. Alors, donc, à partir de cette relation-là, on peut déterminer la surface de Gauss. Alors, la surface de Gauss, elle est déterminée de telle manière que l'intégrale, donc on va passer à la surface de Gauss, détermination de la surface de Gauss, donc détermination de la surface de Gauss. Alors la surface de Gauss, elle doit être une surface qui est fermée, la surface de Gauss. Alors donc comment on va déterminer la surface de Gauss? La surface de Gauss, elle est déterminée de telle manière que l'intégrale de E scalaire ds, qui est égale à la sommation de QI sur epsilon 0, soit facile à déterminer. Ça, c'est à travers la surface de Gauss. Ça, ce qu'on appelle, c'est le théorème de Gauss. Alors, E, c'est le champ électrique à déterminer. ds, c'est l'élément de surface qui est normal à la surface de Gauss. Et la sommation de QI, ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Epsilon 0, c'est la constante électrique dans le vide. Alors, donc, l'objectif ici, c'est de déterminer donc, la surface de Gauss. Donc, la surface de Gauss est déterminée de telle manière que cette intégrale, elle est ultra simple à calculer. Ça veut dire qu'elle est facile à calculer. Alors, le cas le plus facile, c'est de prendre E parallèle à ds. Donc, si E, il est parallèle à ds, donc ça veut dire que ds également, il est porté par le vecteur E de R. ds égale à ds fois ER. Alors, ça veut dire ici que... Alors, on va prendre que... Alors, le champ, il est selon ER, donc ça veut dire que ça, c'est le vecteur D de S. Et le champ, donc, il est porté par le vecteur ER. Le champ, il est comme ça. Ça, c'est le champ E. Ça, c'est le vecteur D de S. Alors, on sait que... on sait que ds, elle est toujours perpendiculaire à S. Toujours le vecteur normal à la surface, il est perpendiculaire à S. Si vous avez une surface comme ça, par exemple horizontale, le vecteur ds, il est dirigé vers le haut. Donc perpendiculaire à la surface horizontale. Donc ici, si vous avez ds, il est porté par ER, alors donc la surface de Gauss, ça va être, la surface S doit être perpendiculaire à ds. Donc, on va prendre par exemple ici. Alors, la surface, donc j'aurai cette surface-là, mais la surface doit être fermée. Donc, je dois tracer pour la fermer. Je dois tracer la parallèle ici. Or, donc, il n'est pas encore fermé, donc je dois la fermer par une surface de base ici, voilà, donc pour obtenir un cylindre. Donc voilà. Alors ça c'est la hauteur h, donc ça c'est h. Je vais mettre ici, donc ça c'est h. Donc ici la surface de Gauss, elle doit être fermée, donc ça c'est, donc on trace la parallèle à cette droite-là, à cette surface-là. Donc, on ajoute deux autres
surface de base pour avoir un cylindre, donc une surface qui est fermée. Alors donc ici la surface de Gauss c'est un cylindre. Alors donc implique que, alors donc on choisit comme surface de Gauss alors on choisit comme surface de Gauss un cylindre. Alors un cylindre d'axe OZ de hauteur H, alors deux surfaces de base, alors deux surfaces de base S1, alors ça c'est S1, ça c'est S2, et ça c'est SL, surface latérale, surface de base S1 et S2, et de surface latérale S3, et de surface latérale SL par exemple, latérale SL. Et bien sûr, alors on a donc le champ E de R, ER est constant sur la surface de Gauss, est constant sur cette surface-là. Donc voilà, donc ça c'est la surface de Gauss, c'est un cylindre d'axe OZ formé par deux surfaces de base S1 et S2 et par une surface latérale SL. Alors ici, donc ça c'est S2, donc le vecteur de S2, alors il est dirigé vers le haut, donc ça c'est vecteur de S2, ça c'est le vecteur de S1, et le champ électrique il est porté par le vecteur ER. Okay? Donc le champ il est porté par, ici le champ il est porté par ER, donc ici c'est, alors on a toujours E perpendiculaire à DS1 et E qui est perpendiculaire à DS2. Alors deuxième question c'est déterminer le champ électrique E utilisant le théorème de Gauss. Alors calcul, deuxième question, calcul de champ électrique E. Le champ électrique. Alors donc on va utiliser le théorème de Gauss. Théorème de Gauss, donc c'est l'intégrale double de E scalaire ds à travers la surface de Gauss qui est fermée, donc égale la sommation de QI sur epsilon 0. Alors donc E c'est le champ électrique à déterminer, ds c'est le vecteur normal à la surface, S de Gauss c'est la surface de Gauss, donc ici S de Gauss égale à S1 plus S2 plus S latéral est une surface qui est fermée. Une surface fermée. Alors ici, donc, on va traiter deux cas. Le cas où le point M il est à l'extérieur du cylindre. Et le deuxième cas, c'est le cas où le cylindre il est à l'intérieur de la surface de Gauss, par exemple ici. Donc si le point M, par exemple, il est ici, j'aurai cette surface-là. Voilà.
Donc ça, c'est par exemple, ça c'est le point M ici. Alors ça correspond à R inférieur à grand R. Alors cette région-là, ça veut dire cette région-là, ça correspond à R supérieur à grand R. Alors donc pour les deux cas, l'intégrale de E d de S, alors il sera le même. Donc le résultat de l'intégrale de E d de S sera le même. Pourquoi? Parce que la sphère de Gauss, il est toujours de rayon OM qui est égal à R. Que ce soit M à l'intérieur de la sphère, ça veut dire pour R inférieur à grand R, ou lorsque M est à l'extérieur lorsque M est à l'extérieur du cylindre. Donc pour R inférieur au rayon du cylindre, ou R supérieur au rayon de cylindre, ça veut dire à l'extérieur du cylindre, l'intégrale de E scalaire ds est toujours le même. Pourquoi? Parce que c'est toujours le rayon, c'est EM égal à petit r. Alors donc on va calculer l'intégrale de E scalaire ds. Donc E scalaire ds travers la surface de Gauss. Donc on va décomposer cette intégrale, c'est E scalaire ds à travers la surface de base S1 plus l'intégrale de E ds à travers S2 plus l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface latérale. Alors donc sur S1 et S2, comme vous voyez, sur S1 et S2, alors on a le vecteur ds2, ds2 il est porté par le vecteur K, EZ, E il est porté par le vecteur ER, de même ici, ds1 il est porté par le vecteur c'est moins EZ, et E il est porté par ER. Donc on a toujours E il est perpendiculaire à ds1, donc on a E perpendiculaire à ds1 et à ds2. Alors ceci implique que l'intégrale de E scalaire ds à travers S1 égale l'intégrale de E scalaire ds travers S2 qui est égal à 0. Et par conséquent, l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface fermée de Gauss égale l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface latérale. Donc j'efface ici. Alors donc l'intégrale de E scalaire ds travers la surface de Gauss égale l'intégrale de EM, ça veut dire de EM scalaire ds à travers la surface latérale. Alors or ici OM c'est l'intégrale de ER fois ER, ds latéral, donc c'est ds fois ER travers la surface latérale. Alors donc ici ER scalaire ds c'est 1, donc ça est égal à, écrire ici, c'est ER scalaire ER c'est 1. ER il est constant sur la surface de Gauss, donc on va le faire sortir de l'intégrale, donc égal à ER fois l'intégrale double de ds à travers la surface latérale, donc c'est ER fois la surface latérale. Donc la surface cylindre c'est 2PR fois la hauteur h. Donc voilà. Donc ici c'est, dans les deux cas par exemple, ici si je prends par exemple ici à l'extérieur, donc le rayon c'est OM est égal à R. Donc ça c'est le rayon de cylindre, donc le périmètre ça va être sur 2PR de la base fois la hauteur h. Donc ici la surface c'est ER, c'est 2π fois le rayon. Le rayon c'est EM égale à R fois la hauteur h. Alors il y a une autre méthode pour calculer l'intégrale ds. On va utiliser les coordonnées cylindriques. Alors les coordonnées cylindriques, alors lorsque R il est constant, ça veut dire pourquoi? Parce que M il est fixe, donc OM qui est égal à R, donc il est constant.
Donc on peut écrire ds, dans le cas où r il est constant, l'intégrale ds égale à l'intégrale de r dθ fois dz. Or, r il est constant, on va le faire sortir de l'intégrale. Donc c'est r l'intégrale. dθ, ça varie entre 0 et 2π. Et le cylindre a une longueur h, donc dz, ça varie entre 0 et h. Donc ça donne 2π fois h fois r, donc égal à 2π r fois h. Donc c'est le périmètre fois la hauteur. Donc on obtient le même résultat. Alors donc ça c'est l'intégrale de E scalaire ds égale à 2π RH. Alors cette intégrale, et donc il est le même pour le cas où le poids m il est à l'intérieur du cylindre ou bien à l'extérieur du cylindre. Alors ce qui change, c'est la sommation de QI. Alors donc pour déterminer la sommation de QI, on va distinguer deux cas. Pour déterminer la sommation de QI, on distingue deux cas, c'est R supérieur à grand R et R inférieur à grand R. On va commencer par le cas plus simple, c'est R inférieur à grand R. Alors, si R est inférieur à grand R, donc c'est le point M, il est ici. Donc, la surface de Gauss, c'est un cylindre de rayon. C'est un cylindre de rayon M égale à R et de hauteur H. Donc, ça, c'est la hauteur H. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? La sommation de QI, ça désigne les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Ça veut dire les charges qui sont localisées à l'intérieur de la surface de Gauss. Or, ici, il n'y a pas de charge. Pourquoi? Parce que les charges ils sont localisées sur la surface du cylindre, infini, de rayon grand R. Donc, à l'intérieur de ce cylindre de rayon OM égale à petit r, à l'intérieur du cylindre, il n'y a pas de charge, donc la sommation de QI égale à 0. Alors ici, la sommation de QI égale à 0. Alors donc, théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il dit? L'intégrale de E scalaire ds égale à la sommation de QI sur epsilon 0. Ça veut dire que ER fois 2π RH égale à 0, ce qui implique que E de M ou bien ER égale à 0. On va passer au deuxième cas, lorsque R est supérieur à R. Alors dans ce cas, la sommation de QI égale à combien? Alors donc alors on est dans ce cas-là, R supérieur à grand R, ça veut dire le point M est à l'extérieur du cylindre, la surface du cylindre c'est celle qui est désignée par la couleur bleue. Alors donc la sommation de QI, ça désigne les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss, mais qui sont localisées sur une longueur H. Alors ce n'est pas toutes les charges. Alors les charges, elles sont localisées alors sur la surface d'un cylindre de rayon grand R, qui est infini, mais la sommation de QI sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Or, la surface de Gauss, il a une longueur, le cylindre, il a une longueur H. Donc, on va chercher uniquement les charges qui sont localisées sur une longueur H et de rayon EM égale à petit r. Donc, ici, donc, sur le cylindre en bleu, donc les charges, elles se trouvent où? Ils se trouvent sur le cylindre qui est infini de rayon grand R. Alors donc c'est ici là. Donc la sommation de QI est égale à combien? C'est l'intégrale, les charges sont surfaciques, sigma, alors fois ds. Alors donc égal à sigma fois, alors sigma fois S, donc l'intégrale de ds, alors qui est égal à sigma fois S. Alors ici, la surface où sont localisées les charges, c'est sigma. Alors les charges sont localisées sur le rayon grand R, mais à une hauteur H. Donc si sigma fois S, c'est 2PR, donc c'est 2P grand R fois la hauteur H. Donc je répète, les charges, ils sont localisées alors sur une longueur de H. Pourquoi? Parce que la surface de Gauss, c'est un cylindre de hauteur H. Et notre système, c'est un cylindre qui est infini. Donc ici, les charges sont localisées sur une longueur H. Et bien sûr,
alors également sur un rayon de grand R et pas petit r, parce qu'ici vous n'avez rien. Les charges ils sont localisées sur le cylindre de rayon grand R. Donc ici, c'est 2π R fois H. On va appliquer le théorème de Gauss. Donc c'est ER fois 2π R fois H qui est égal à la sommation de QI. Donc c'est sigma fois 2π grand R fois H sur epsilon 0. Alors ce qui implique que, alors on va simplifier par 2pH. Qu'est-ce qu'elle reste? Implique que ER égale à sigma grand R sur epsilon 0 fois petit r. Et voilà. Alors donc pour résumer, donc on va regrouper les deux résultats. Donc ER pour R inférieur à grand R et ER pour R supérieur à grand R. Donc ER égale à 0 si R est inférieur à grand R, égale à sigma R sur epsilon 0 fois petit r si R il est supérieur à grand R. Alors troisième question, c'est tracer E de R. Donc traçage, troisième question, traçage de E de R. Traçage de E de R. Alors donc, voilà, donc je vais tracer, ça c'est l'axe des ordonnées. Donc ça c'est ER, ça c'est l'origine, c'est O, ça c'est grand R, et ça c'est petit r. Donc on va représenter E en fonction de petit r. Alors premier cas c'est E de R égale à 0 si R est inférieur à grand R. Donc ça veut dire ici c'est 0. Voilà. Alors deuxième cas, ER égale à sigma grand R sur epsilon 0, c'est R supérieur, ça veut dire à partir de R jusqu'à l'infini. Alors pour R égale à grand R, donc qu'est-ce qu'on aura, c'est donc voilà, c'est pour R égale à grand R. Donc qu'est-ce qu'on aura, la valeur c'est si sigma R égale à grand R, ça donne 6 sigma sur epsilon 0. Alors c'est R tend vers l'infini, 1 sur l'infini c'est 0. Donc voilà, qu'est-ce qu'on obtient, c'est voilà. Et voilà. Donc ça c'est la représentation du champ électrostatique E en fonction de R. Alors on va passer au calcul de donc quatrième question. Quatrième question. Calcul de potentiel électrostatique V. Calcul de potentiel électrostatique V. Électrostatique. Alors donc, on sait que le champ électrique il est lié au potentiel électrostatique par la loi E qui est égale à moins gradient de V. Donc on a besoin d'exprimer gradient de V en coordonnées cylindriques. Alors donc c'est juste pour vous rappeler que le déplacement élémentaire D de M coordonnées cylindriques c'est dr fois ER plus R dθ fois Eθ plus dz selon EZ. Alors donc je peux écrire que le gradient de V égale à la dérivée de V sur la première composante dr ER plus la dérivée de V sur la deuxième composante R dθ fois Eθ plus la dérivée de V sur dz fois E de Z. Alors donc, dans la première question, on a montré que l'étude de l'invariance, alors
a donné que sigma de R, θ Z égale à sigma R, et par conséquent, le champ électrostatique et les potentiels électrostatiques ne dépendent que de la variable R. Alors, donc, l'étude d'invariance, on a montré que sigma de R θ Z égale à sigma R. Donc, ici, on s'intéresse au potentiel, donc ça veut dire V de R θ Z égale à VR. Donc, s'il est égal à VR, ça veut dire que sa dérivée par rapport à θ égale à 0, sa dérivée par rapport à Z égale à 0. Donc, implique que dV de R sur dZ, dθ d'abord, égale à dérivée de VR sur dZ égale à 0. Ici, le potentiel ne dépend que de R. Ça veut dire que sa dérivée par rapport à θ égale à sa dérivée par rapport à Z égale à 0. Et par conséquent, le gradient de V se réduit à, donc gradient de V, alors il est égal à, donc c'est dV sur dR fois ER. Alors comme le potentiel électrostatique ne dépend que d'un seul variable, on peut remplacer sa dérivée par un dérivé qui est droit. Donc c'est dV sur dR fois ER. Donc, on a E égale à moins gradient de V, E égale à moins gradient de V, implique que E c'est ER fois ER, égale à moins dérivée de V sur dR fois ER. Donc, ce qui implique que dérivée de V égale à moins ER fois dR, ce qui implique que V égale à moins l'intégrale de ER dR. Alors donc le champ électrique E, il est exprimé pour les deux cas, R supérieur à grand R et R est inférieur à grand R, donc également le potentiel, il aura deux expressions selon que le point M est à l'extérieur du cylindre ou à l'intérieur du cylindre. On va commencer par le cas le plus facile. Premier cas, R inférieur à grand R. On va montrer que le champ E égale à 0. Donc si le champ E égale à 0, dV égale à 0 implique que V est une constante égale à Q1. Alors, deuxième cas. R supérieur à grand R. Alors, on a ER égale à sigma grand R sur epsilon 0 fois petit r, ce qui implique que le potentiel V égale V de R égale à moins l'intégrale de sigma grand R epsilon 0 petit r fois dr. Or, sigma r sur epsilon 0 c'est une constante, donc il reste l'intégrale dr sur r qui est égale à ln de r. Donc, il est égal à moins sigma r sur epsilon 0. L'intégrale dr sur r, c'est ln de r. Comme il n'y a pas de borne d'intégration, on ajoute une constante K2. Donc, il faut calculer K1 et K2. Alors, comment on va calculer K1 et K2? On va utiliser les conditions initiales. Alors, les conditions initiales, c'est V de R égale à 0, égale à V0. Donc, à condition initiale, V de R tend vers 0 égale à V0. Alors ici, vous avez deux expressions de potentiel. Le cas R tend vers 0, ça correspond au premier cas. Ça veut dire lorsque R est inférieur à R. Donc le 0, c'est dans cet intervalle, dans l'intervalle 0 grand R. Donc ça veut dire que lorsque V tend vers R0, V de R tend vers 0 égale à K1. Pour R inférieur à grand R, c'est K1. Donc il est égal à V0. Alors deuxième cas, comment on va calculer K2?
Alors, on sait que le potentiel, il est continu, quel que soit le type de la distribution, linéique, surfacique ou volumique. Alors ici, c'est surfacique. Donc, à la traversée de cette surface-là, donc ça, c'est la région externe, ça, c'est la région interne, le point M à l'extérieur, le point M à l'intérieur du cylindre. Donc, pour cette surface-là, le potentiel, il est continu à la traversée de cette surface-là. Ça veut dire pour R égale à grand R. Alors ici, je suis au point R, ça c'est lorsque R, ici R égale à R plus. Ça veut dire je suis dans la région R supérieur à R plus, mais je suis proche de R. Et ça c'est R moins. Ici c'est R tend vers R moins, et ça c'est R qui tend vers R plus. Donc K2 il est déterminé par la continuité de potentiel électrostatique à la traversée de la surface qui est chargée, ça veut dire la surface qui est définie par petit r égale à grand R. Donc K2 est déterminé par K2 est déterminé par la constante K2 est déterminée par la continuité de V de R, potentiel électrostatique V de R, à la traversée de la surface chargée, à la traversée de la surface chargée, alors qui est défini par R égale à grand R. C'est-à-dire que V de R tend vers R moins égale à V de R lorsque R tend vers R plus. Alors V de R tend vers R moins, c'est V0, plus que V0 égale à V de R lorsque R tend vers R plus. On va remplacer petit r par R plus, ça donne donc égal à moins sigma. Égal à moins sigma R sur epsilon 0 log de grand R plus la constante K2 implique, on tire K2, la constante K2, elle est égale à quoi? À V0 plus sigma grand R sur epsilon 0 log de grand R. Et par conséquent, pour R supérieur à grand R, VR égale à moins sigma R sur epsilon 0 log de petit r plus sigma grand R sur epsilon 0 log de grand R plus V0. Alors on peut regrouper ici moins sigma R epsilon 0 log de petit r plus sigma R log 0, ça donne VR qui est égal à moins sigma R epsilon 0 log de petit r sur grand R. Ici, donc, ça donne c'est moins sigma log de R sur R, plus sigma grand R epsilon 0 log de R. Log de A sur V sur log de A, moins log de V plus V0. Donc, voilà. Alors, on va passer à la représentation de V de R. Alors donc pour résumer, VR égale à V0 si R est inférieur à grand R est égal à moins sigma R sur epsilon 0 log petit r sur grand R plus V0. On passe donc au traçage. Donc voilà, ça c'est l'axe des ordonnées. Donc ça c'est VR, ça c'est petit r, l'origine ici 0, ça c'est grand R.
Alors donc, lorsque R est inférieur à grand R, ça veut dire dans cet intervalle-là, VR égale à V0, donc le potentiel, il est constant. Donc ici, je prends ça, c'est V0. Donc, voilà. Donc ça, c'est la valeur de potentiel. Alors dans l'intervalle grand R, R, VR, il vaut cette expression. Alors pour R égale à grand R, ça donne log de grand R sur grand R, c'est log de 1, donc c'est V0, ça montre donc que le potentiel, il est continu à la traversée de la surface chargée. Alors ici, on va chercher les limites d'abord. Lorsque R tend vers l'infini, donc limite de VR lorsque R tend vers plus l'infini. Alors donc ça donne log R, log de plus l'infini, log de x lorsque x tend vers plus l'infini avec le signe moins. Donc ça donne moins l'infini. Donc lorsque R tend vers plus l'infini, VR ça tend vers moins l'infini. Ça c'est VR tend vers plus l'infini, VR égale à 0 et VR tend vers moins l'infini. Donc ça va aller de ce point-là vers moins l'infini, mais il va couper l'axe OR. Alors en quel point il va couper l'axe OX? Donc on va mettre VR égale à 0. VR égale à 0 implique que, on va chercher que sigma moins sigma R sur epsilon 0 log de R sur R plus V0 égale à 0. Alors quand est-ce que ça égale à 0? Alors c'est implique que log de petit r sur grand R égale, donc ici moins V0 égale à epsilon 0 fois V0 sur sigma fois R. Alors on cherche la valeur de R, implique que R sur R, ici on va passer, on va introduire l'exponentiel, exponentiel de logarithme de R sur R, ça donne R sur R, donc qui est égal à exponentiel epsilon 0 V0 sur sigma R. C'est implique que, donc on peut chercher que R qui est égal à R0 égale à R fois exponentiel epsilon 0 V0 sur sigma R. Donc, le potentiel V de R dans l'intervalle R grand R, il va s'annuler. Ici, il va passer par cet axe-là, il va s'annuler, ça veut dire qu'il est égal à 0. Pour R égale à R0, qui est égal à cette expression. Donc ici, ça, c'est la valeur de R0. R0. Et après, c'est limite de V de R lorsque R tend vers plus l'infini, il va à moins l'infini. Donc je répète, ça, c'est VR tend vers l'infini. VR égale à 0 et ça, c'est VR tend vers moins l'infini. Donc il va passer comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est V de R. Ici, qui tend vers l'infini. Alors, je tiens juste à vous mentionner que pour le cas de champ électrique, pour le cas de champ électrique, le champ électrique, il est discontinu à la traversée de la surface chargée. Alors, je vais revenir à la représentation de champ électrique. Alors, pour le champ électrique, donc, c'est donc ça, c'est ER. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est grand R. Et ça, c'est petit r. Alors, on a dit que pour R est inférieur à grand R, c'est 0. L'expression du champ électrique, c'est ER qui est égal à 0. Si R est inférieur à grand R, égal à sigma R sur epsilon 0. Petit r, c'est R supérieur à grand R. Donc, lorsque R égale à grand R, alors ça, c'est sigma sur epsilon 0. Donc ça, sigma sur epsilon 0, ça représente, c'est la limite
de ER lorsque R tend vers R+. Okay? R tend vers R+, égale à sigma sur epsilon 0. Et la limite ER lorsque R tend vers R- égale à 0. Donc ici c'est 0. Ici c'est R plus c'est sigma sur epsilon 0. Lorsque R tend vers l'infini, on a dit que ça tend vers 0. Et voilà. Donc à la traversée de cylindre qui est chargé en surface, de la surface chargée, alors on a donc le champ électrique en R plus égale à sigma sur epsilon 0, en R moins égale à 0. Donc le champ il est discontinu à la traversée de la surface chargée. Cette discontinuité, elle vaut delta E qui est égal à sigma sur epsilon 0. Donc delta E égale à E de R plus moins E de R moins qui est égal à sigma sur epsilon 0. Donc ce qu'on appelle ça est la discontinuité, représente la discontinuité de champ électrique. À la traversée de la surface chargée, à la traversée de la surface chargée. Donc le champ il est discontinu à la traversée de la surface chargée. Par contre, le potentiel il est continu. Donc merci pour votre attention.